Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Normandie pour une soirée spéciale consacrée aux élections départementales, des élections qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Et d'ici là, France 3 Normandie, la rédaction vous propose une série de débats. Et c'est la Manche qui va ouvrir le bal ce soir. Et dans une heure, nous partirons rejoindre Émilie Lecomte, cette fois pour un débat dans le département de l'Eure. Avec moi sur ce plateau, 4 invités. Jean Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver droite sous les couleurs de la liste La Manche avec vous, La Manche pour vous. Vous vous présentez sur le canton de Créance en binôme avec Edwige Colette. Vous représentez la majorité sortante, droite et centre. Et vous êtes actuellement premier vice-président du conseil départemental. Dominique Hébert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat socialiste sous la bannière La Liste La Manche nous rassemble. Vous vous représentez sur le canton Cherbourg en Cotentin 4, en binôme avec Odile Lefebvre. La liste que vous représentez regroupe l'EPS et Europe Écologie Les Verts, entre autres. Vous êtes maire délégué d'Équeurdreville-Henneville et vous représentez actuellement l'opposition au sein du conseil départemental. Marie-Françoise Curdiel, bonsoir. Vous êtes responsable département du Rassemblement national, parti dont vous défendrez les couleurs pour cette élection dans le canton de Pontorson. Vous vous présentez avec votre binôme Denis Flamand. Vous êtes par ailleurs élu au conseil régional. Enfin, Bertrand Hulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat communiste sur le canton de Cherbourg en Cotentin 5 avec votre binôme Nadège Plénaud sous la bannière Rassemblement de la gauche combative républicaine et écologiste. Vous êtes soutenu par la France Insoumise et le PRG. Votre liste et le Parti communiste sont présents sur une dizaine de cantons. Alors, pour vous qui allez débattre, quelques règles simples qui vont s'appliquer. Tout d'abord, la règle de l'équité. Pour mesurer vos temps de parole, eh bien, les derniers résultats aux élections départementales notamment ont été pris en compte. Et puis une autre règle importante, vous n'avez pas le droit d'évoquer vos cantons puisque vos adversaires ne sont pas présents sur ce plateau. Et pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, quelques règles concernant ces élections. Ces élections, eh bien, depuis 2015, voient la règle de la parité s'appliquer. Donc, un homme, une femme pour chaque canton. L'Assemblée est renouvelée entièrement tous les 6 ans. À noter qu'exceptionnellement, cette année, les conseillers départementaux seront élus pour 7 ans pour éviter que les prochaines départementales ne se déroulent en même temps que les présidentielles. Enfin, la Manche, elle compte 27 cantons, cela représente donc 54 conseillers. Vous allez donc élire 27 hommes et 27 femmes. Voilà, avant d'évoquer les compétences du conseil départemental, de revenir sur les éléments programmatiques, vos programmes, on va d'abord commencer par évoquer les enjeux politiques de ces élections départementales. Elles interviennent, ces élections, dans un contexte très particulier. Il y a bien sûr la Covid, on va tous en parler ce soir, mais il y a aussi les affaires, comme on dit, qui ont entaché la fin du mandat de Marc Lefebvre. Après 4 années à la tête du conseil départemental, il avait pris la suite de Philippe Bas. Après 40 années de vie politique, Marc Lefebvre a tiré sa révérence. Il a indiqué qu'il ne se représentait pas. Il a évoqué souvent la lourdeur de sa tâche. Il quitte ses fonctions également dans un contexte de défiance vis-à-vis d'une institution, le conseil départemental marqué par plusieurs affaires. Alors Jean Morin, en tant que membre de la majorité, bien sûr, vous assumez cet héritage. Vous êtes en première ligne sur ce dossier, on va vous entendre. Tout d'abord, rappelez Jean Morin que vous vous présentez avec Edwige Colette sur le canton de Créance, que face à vous, il y a un seul binôme, le RN, avec Julienne Lambin et Mathieu Le Dormeur. Je le disais, la majorité, elle a été mise en cause, notamment dans le dossier emblématique de Manche Numérique, le syndicat mixte chargé de déployer la fibre. On a entendu les termes de fiasco, les retards et le non-respect des règles de marché public. Alors justement, je parlais d'héritage. Vous l'assumez, cet héritage ? Écoutez, cette affaire est arrivée à un moment où commençait, pour ainsi dire, puisque nous devions voter au mois de mars, une période de pré-campagne électorale, d'une part. Il faut bien savoir que tout cela a donné lieu à un effet zoom ou un effet loupe, comme vous le voudrez, et que les choses ont été, à mon avis, un peu trop poussées. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque cette affaire est encore en cours, et donc il y aura un jugement qui sera rendu bien ultérieurement, semble-t-il. Une décision de date sera fixée donc au mois de juillet. Mais ce qui est clair, c'est que dans cette affaire, vous parliez de Manche Numérique et du quasi-scandale qui était évoqué, etc. Moi, personnellement,
je trouve que Manche Numérique remplit son rôle. Certes, c'est un process industriel, il faut le savoir. Nous étions le premier réseau d'initiatives publiques à orchestrer ce genre de réseau fibre, de FTTH, parce que tout simplement les opérateurs nationaux ne voulaient pas s'intéresser à des zones rurales. Et ça, il faut le savoir. Et que si le département n'avait rien fait en la matière, nous n'aurions peut-être ou à peine commencé. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Par ailleurs, comme dans tout process industriel, il y a des décisions à prendre. Et c'est avéré que le départ d'un directeur général précipité, finalement, a contraint donc et le département et Manche Numérique à réfléchir sur la nomination d'un nouveau directeur et qu'il a fallu agir rapidement. Les conditions du choix, finalement, seront décidées en justice pour le moment. Tout cela, je vous dis, a été grossi démesurément et finalement, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Bon. L'objectif, visiblement, c'est 120 000 prises d'ici fin 2025. C'est en tout cas ce qui a été annoncé lors de la dernière... 320. 320 000 prises d'ici 2025 toujours. Donc la date 2025 reste celle-là. Peut-être celles et ceux présents sur ce plateau souhaitent réagir sur ce dossier Manche Numérique. Bertrand Hulin ? Oui, tout à fait. Alors, je tombe un peu des nues d'entendre Jean Morin dire que c'est une non-affaire, qu'il n'y a pas de sujet. Alors moi, je ne commenterai pas la petite actualité du petit monde politique manchois. Par contre, ce que je constate, moi, en tant qu'enseignant au lycée Tocqueville à Cherbourg et en tant que parent d'élèves, c'est que le retard pris par Manche Numérique, ça a été gravement pénalisant pour plusieurs milliers d'élèves du département, qui soient notamment au collège ou au lycée. Et là, l'égalité que doit garantir le service public d'éducation nationale a été rompue du fait de ce fiasco et du retard pris par Manche Numérique dans le déploiement de la fibre. Dominique Hébert, ANAPIC, qui préside encore, me semble-t-il, le groupe au conseil départemental pour l'opposition, disait vous avez éteint la lumière, vous êtes parti, vous avez laissé les choses en plan. Vous partagez cette analyse ? Évidemment, on voit bien que, quelque part, cette affaire, mais aussi la méthode mise en œuvre dans la gouvernance du département, on est un peu dans une forme de fin de règne. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que la droite gouverne au niveau du département de la Manche. Et je crois qu'à partir de là, ils ont mis des dérives se sont installées, qui ont d'ailleurs été signalées par des lanceurs d'alerte en interne au service. Et je crois que c'est surtout une question de méthode au-delà de l'affaire. Marc Lefebvre en assume la responsabilité, mais il est aussi la victime et l'héritier de tout ce passé, de toutes ces façons de faire. Donc voilà, moi je ne veux pas non plus épiloguer sur ce point particulier, mais je crois que c'est... C'est l'abcès, parce que c'est un sujet qui sinon sera présent en filigrane dans le cadre de ce débat. Jean Morin, très rapidement, avant de donner la parole à Mme Kurziel. Je vous en prie, Monsieur Morin, répondez. Non, simplement pour reprendre les propos de M. Hébert, effectivement, le président Lefebvre assume ces relents du passé aussi, c'est clair, et il faut les assumer parce que ce process ne peut pas s'interrompre. Quant à M. Hulin qui nous dit que c'est une catastrophe, etc., je vous invite tous à parcourir les articles de journaux où il est clairement dit que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes aujourd'hui arrivés 120... Je ne vous interromps pas. 121 000 prises. On n'équipe pas un département comme la Manche, qui est dominante rurale, parce qu'il y a un maillage serré. Voilà. Aussi investi de ce fait. Madame Kurziel. Oui, alors, tout d'abord, je m'inquiète et je me demande comment de telles affaires ont pu arriver. Parce que je pense que les élus, tous les élus, sont là pour être garants du bon fonctionnement du conseil départemental. Voilà, première question. Deuxième remarque, effectivement, j'ai souvent moi-même employé le terme fiasco de Manche Numérique. Parce que quand on voit depuis combien de temps Manche Numérique existe, quand on voit les centaines de millions d'euros qui ont été investis, que finalement les contribuables ont contribué à payer, nous avons pris un retard énorme. Tous les jours, je rencontre des gens vivant en campagne qui se plaignent de ne pas être raccordés. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons besoin, dans notre vie quotidienne, d'être connectés et bien connectés à Internet. Donc effectivement, il y a eu le problème des élèves pendant la crise qui devaient suivre les cours à distance.
Mais il y a aussi, par exemple, des personnes âgées qui doivent refaire leur permis de conduire. Eh bien, oui, dans un monde numérique, dans un effectivement, monde c'est un vrai numérique sujet. où on est obligé de vivre, ils ne peuvent pas le faire. On ne va pas refaire le débat sur Manche Numérique ici sur ce plateau. Simplement, je voulais tous vous donner la parole pour commencer sur ce sujet. Crever l'abcès, on a bien compris, c'est un héritage que chacun assume plus ou moins. Et il y a d'autres rendez-vous, Monsieur Morin, judiciaires à venir, notamment début juillet. Je voulais vraiment très simplement rapidement souligner qu'en termes d'objectifs par rapport aux prises livrables, nous sommes tout près de 40% aujourd'hui de l'objectif. 40%, c'est entendu. C'est non négligeable à l'heure actuelle. Je vous invite à comparer avec d'autres départements normands. 40%. J'évoquais tout à l'heure aussi la question de la Covid. Alors elle sera bien évidemment présente en filigrane dans ce débat. On entendait également lors de la dernière plénière à Saint-Lô des chiffres qui sont quand même très importants. Le département en 2020 aura dépensé 11 millions d'euros en masques, soutien, etc. Est-ce qu'on a fait suffisamment pour la Covid? Est-ce que le département a suffisamment agi? Dominique Hébert? Écoutez, je pense que le département, d'ailleurs comme l'ensemble des collectivités locales en France, ont permis de traverser cette crise et d'aider les Français à traverser cette crise en fournissant des masques, du gel hydroalcoolique, et en accompagnant la mise en œuvre des protocoles sanitaires dictés par le gouvernement, souvent en dernière minute. Et donc chaque collectivité, on l'a vécu nous aussi dans nos communes, à la ville de Cherbourg-en-Cotentin, mais y compris au département de la Manche. Qui a fait au mieux finalement. Les collectivités ont fait au mieux avec des informations qui tombaient souvent en dernière minute. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des choix aussi qui ont peut-être coûté un peu plus cher que ce que ça aurait pu être de façon normale et objective, mais je ne veux pas jeter la pierre au conseil départemental. Sur cette question de la Covid, si vous voulez bien, on la garde en mémoire et on poursuivra sur cette thématique en filigrane durant toute l'émission. Moi, j'ai envie d'avancer parce que finalement, ce qui fait la réalité du département, ce qui fait que le département existe, c'est d'abord son action dans le domaine des solidarités, dans le domaine de l'action sociale. On va voir ça rapidement, quelques chiffres pour revoir quelles sont les compétences du département. Le budget global du département avoisine les 600 millions d'euros et vous le voyez, le social, la solidarité, ce sont environ 260 millions d'euros. Tout ce qui concerne les réseaux routiers, les mobilités, 46 millions d'euros. La sécurité civile, donc je pense qu'on parle notamment du SDIS, on est autour de 20 millions. La culture, le patrimoine, près de 6 millions d'euros. Lorsqu'on parle, Dominique Hébert, d'aide sociale, lorsqu'on parle de tous ces sujets, on pense finalement aux jeunes, on pense aussi aux personnes âgées et on pense aux personnes en réinsertion, au RSA. Le département y consacre une grande part de son budget. Je rappelle simplement, avant que vous ne répondiez à ma première question, que vous vous présentez, vous, sur le canton de Cherbourg 4, avec le Rassemblement national, Colette Lamoureux et Christian Doré, le PCFI, Michel Mellet et Emma Salé, pour le PS donc, et Europe Écologie Les Verts, on le disait tout à l'heure, Dominique Hébert et Odile Lefebvre-Véron. Et pour la divers droite LR, Sandrine Tarin et Jacques Peset. Vous, Dominique Hébert, on revient au RSA. Vous défendez une forme d'élargissement du RSA aux moins de 25 ans? Je ne pense pas qu'il faille l'appeler RSA, mais je crois que les jeunes, et on l'a bien vu à travers la crise sanitaire que nous venons de traverser, ont rencontré énormément de difficultés. Ils étaient isolés, ils n'ont pas pu faire leurs études sur les campus. Et en plus, ils n'avaient pas forcément de quoi se nourrir. Et je crois que dans ce cadre-là, le département a un devoir de pouvoir accompagner ces jeunes, les 18-25 ans. Je ne pense pas qu'il faille forcément le RSA, mais on peut être inventif, on peut inventer des choses. Et aujourd'hui, là, par contre, de ce côté-là, le conseil départemental de la Manche a refusé toute discussion avec nous lorsque nous les avons sollicités pour pouvoir aider les jeunes face aux difficultés qu'ils rencontrent. Bertrand Huillin, on fait comment pour financer éventuellement un élargissement du RSA? D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes favorable à ce thème-là, vous nous le direz, mais en sachant que, alors je reprends les chiffres qui ont été donnés lors des plénières, encore une fois, le nombre de bénéficiaires du RSA a explosé avec la Covid, plus 11,6% en 2020. Comment fait-on? Alors moi, je voudrais revenir sur un contexte qui est en train de changer et la gestion du RSA par le département où on a été, on va dire, chercher des poux chez des gens qui ne voulaient qu'exercer leurs droits sociaux, en leur demandant quel était leur patrimoine, c'était malsain et je trouve ça, comment dire, anachronique à une heure où les États-Unis, Joe Biden, inverse totalement
la manière de voir nos sociétés et l'économie par un plan de relance Pour efficace. rappel, Bertrand Hulin, la polémique dont vous parlez, donc c'est autour du seuil d'épargne de 23 000 €, au-delà duquel le conseil départemental avait décidé de radier les bénéficiaires du RSA. On parle bien de ça? C'est ça, tout voilà. à fait. Donc vous, s'agissant de cette mesure-là, vous vous inscrivez totalement en faux? Alors évidemment, sur la gestion du RSA par la majorité sortante, mais moi je voudrais revenir sur la jeunesse. La jeunesse, évidemment, et moi je voudrais avoir une pensée pour mes élèves, là, actuellement, qui se trouvent sans solution pour l'entrée dans l'enseignement supérieur l'année prochaine à cause de Parcoursup. Cette jeunesse-là, effectivement, je suis d'accord avec Dominique Hébert, elle a souffert. Il lui faut donc 3 choses. Une allocation d'autonomie qui lui permette de se lancer dans la vie. Un jeune n'est pas là en train de regarder le plafond. Un jeune n'est pas un délinquant en puissance. Un jeune se forme. Comme on n'accepte pas des retraites insignifiantes à moins de 1 000 €, je ne vois pas pourquoi on accepterait des jeunes en situation de grande précarité. Une forme de retraite à l'envers pour les jeunes, pour qu'ils puissent bénéficier d'un revenu de manière à pouvoir eh bien, finalement se former dans des conditions correctes. Et deuxième chose, si vous me le permettez, 2 minutes. Deux autres choses qui peuvent permettre à ces jeunes de se lancer dans la vie. Alors c'est plus pour les jeunes actifs, les jeunes couples. On peut construire des dispositifs d'accession sociale à la propriété dans le cadre du département. Et enfin, je terminerai très rapidement sur le droit à la santé, qui est tout aussi important que le droit à la formation, et d'un schéma directeur de la santé dans le département, avec le développement de centres de santé sur le modèle du centre Brest-Croizat à Cherbourg. Monsieur Morin, est-ce qu'on continue à radier les personnes qui ont un patrimoine trop important? Est-ce que ce dossier il est toujours porté, notamment par Philippe Bas au Sénat, ou pas du tout? C'est Compte fake tenu news. de la décision judiciaire qui a été prise, nous avons arrêté le processus, il est clair. Mais maintenant, je demande aux uns et aux autres, et particulièrement à nos auditeurs, de réfléchir à cela. Est-ce qu'il est quelque part bien logique que quelqu'un qui a une épargne supérieure à 23 000 € bénéficie du RSA lorsque un couple de gens qui sont moyennement payés ou peu payés va devoir payer l'impôt sur le revenu alors que tout le monde travaille et ne va pas avoir une épargne même de 3, 4 ou 5 000 €? Il y a une notion d'équité qu'il faut bien prendre en charge et j'invite tout le monde à réfléchir sur ce point. On réfléchit sur le sujet, mais vous nous confirmez qu'il est mort et enterré, en tout cas, ce dossier-là. Il ne refera pas surface. De toute façon, de par une décision qui est unilatérale, enfin de la part d'une décision de justice, de toute façon, c'est clair. Marie-Françoise Curdiel, je le disais tout à l'heure, hausse très importante des bénéficiaires du RSA, budget social en 2021 qui a augmenté de 5 millions d'euros, donc c'est la majorité sortante qui a investi fortement. Faut-il aller encore plus loin, selon vous, sur ce domaine de l'aide sociale particulièrement? Je pense qu'effectivement, il faut aider les personnes en difficulté, les personnes qui sont vraiment en difficulté. Ça, c'est un point très important. Vraiment, ça veut dire quoi pour vous? Vraiment en difficulté parce que moi, je voudrais que l'on regarde un petit peu au niveau de la fraude sociale, parce que je pense qu'elle existe, il ne faut pas le nier. Ensuite, bien sûr, le RSA, il faut l'accorder à toutes ces personnes qui n'ont rien d'autre pour vivre. Nous avons vu effectivement avec la crise sanitaire que beaucoup de gens avaient besoin de ces aides, alors qu'avant ils n'en avaient pas besoin. Eh bien oui, il fallait leur accorder. Donc oui, il fallait augmenter le budget de l'aide sociale. Donc, lutte contre la fraude, on sait que le Rassemblement national aussi travaille énormément sur des dossiers tels que l'immigration. Est-ce que dans ce domaine-là aussi, s'agissant par exemple des mineurs isolés, vous souhaitez aller plus loin ou mettre en place un certain nombre de mesures barrières? Clairement. Je pense qu'effectivement, les aides sociales du département doivent être réservées essentiellement aux Français. C'est notre politique. Les mineurs isolés qui sont d'origine étrangère doivent être exclus de ces mesures-là. Donc là, que les choses soient bien claires. On parlait RSA, on ne parlait pas des aides aux mineurs isolés. D'accord. Donc effectivement, oui, les mineurs isolés, eh bien, moi je pense que ça n'est pas au département à investir pour les soutenir, car on voit que ça représente des montants de plus en plus importants et que bientôt le budget du département donc, n'est pas extensif de votre point de vue. Voilà, Dominique Hébert, une réaction sur cette thématique-là? Oui, sincèrement, là il y a une différence essentielle entre la droite
les droites et la gauche. La droite considère les aides sociales comme un coût. Voilà, on va nous parler, Jean Morin va peut-être nous expliquer que le budget des aides sociales a augmenté ces dernières années. Mais il est aujourd'hui de 43%, alors qu'en moyenne en France, dans les départements français, il est au-delà de 50%. Donc le département de la Manche ne fait pas assez pour accompagner, aider les Manchoises et les Manchois qui sont en difficulté. La gestion de l'aide sociale dans le département de la Manche est quand même proprement scandaleuse. On l'a vu tout à l'heure, décision sur le RSA qui est illégale. Ça rejoint un petit peu les affaires qu'on a évoquées tout à l'heure. On a vu aussi les manques de moyens autour de la PMI pour l'enfance, la protection de l'enfance en danger, avec des mesures qu'il faut des mois et des mois pour pouvoir mettre des mesures en place. Une fois qu'on la met en place, la situation de l'enfant s'est dégradée et la mesure proposée n'est plus adaptée. Je ne parle pas de la situation de la maison de l'autonomie et de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce sont près de 1 an pour traiter un dossier, alors que le cadre légal demande à ce que ce soit en moins de 4 mois. Et ces personnes-là, certaines aujourd'hui, sont en rupture de droit. Donc on a aujourd'hui, dans le département, des personnes en situation de handicap qui ne touchent plus leurs prestations parce que le département ne met pas les moyens pour mettre en œuvre une bonne et une juste politique de politique sociale. Peut-être une réponse rapide, Monsieur Morin, mais on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets qui concernent l'aide sociale. Je voudrais bien avoir un peu de temps de parole. Et il y a un sujet notamment sur lequel je voulais vous entendre, et on achèvera ce chapitre sur les aides sociales. On l'a évoqué hors antenne. Il s'agit du GP Tandem. Alors voilà, c'est un gros mot. Voilà, GIP Tandem. Ce que vous souhaitez finalement, c'est surseoir au manquement de Pôle emploi. On va le dire clairement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Vous me dites si je vais trop vite, et vous voulez agir à leur place. Alors je vous écoute. Je vais vous expliquer. Le GIP Tandem est né, mais avant de reprendre cela, je voudrais quand même répondre aux 2 allégations de mon cher collègue, tout simplement pour dire que la MDPH, il y a un problème. Ce n'est pas l'explosion, le handicap, ce n'est pas une explosion de demande finalement, c'est un nouveau logiciel qui a été fourni par l'État, sur lequel il nous a fallu travailler. C'était en 2020, en période de télétravail, où tout était plus ou moins compliqué, et il a fallu quelque part consacrer beaucoup plus de temps à l'attribution du fait de ce logiciel et nous avons pris un retard considérable. Maintenant, le CNSA donc, va fournir un certain nombre de personnes, 13 personnes, et nous allons abonder dans ce sens pour rattraper ce retard et l'objectif est bien là. Mais je voulais quand même bien clarifier les choses, ce n'est pas une mauvaise gestion en soi. Le CNSA qui classe le département de la Manche comme les 10 plus mauvais en matière de politique sociale. On va fermer. Ces propos ne regardent que vous. On va refermer cette page qui concerne, messieurs, cette page qui concerne les aides sociales. Malheureusement, le temps s'écoule et si on veut pouvoir aborder l'ensemble des thématiques, eh bien, on va devoir avancer. Il y a une thématique qui intéresse beaucoup les Manchois. Monsieur Morin, malheureusement. Sur les mineurs. Sur les mineurs, très rapidement, mais vraiment très rapidement. Oui, allez-y, Monsieur Morin. Parce que je ne partage pas du tout la vision de Mme Kurdiel à ce niveau. Je pense au montant qui est mentionné sur les professions de foi côté Rassemblement national, et cela France entière, en disant qu'un mineur isolé, un MNA, représente 40 000 € de coût, je conteste. Tout dépend du type de traitement qui est réservé à cette personne. Certains mineurs présentent de plus en moins grandes difficultés et doivent être traités d'une façon particulière. Je pense que certains doivent, résider dans des bâtiments, des institutions spécialisées, et il est clair que d'autres vont aller en FJT, et je pense à Cherbourg, où bon nombre de MNA sont en FJT, et vont ou à l'école ou en apprentissage, et sont loin de coûter cette somme. Donc il y a cela qu'il faut prendre. Et ceci n'est pas les 40 000 € dont il est question. Je ne comprends pas comment ils s'étendent sur la France entière, sachant que les coûts sont divers d'un département à l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. On vous a entendu. Je vous remercie, Monsieur Hulin. Je suis désolé, mais si on veut avancer, on n'a vraiment pas le choix. Du débat politique, je rappelle, pour aller dans votre sens, qu'il y a quand même une centaine d'avocats qui ont engagé une procédure judiciaire contre le tract évoqué. Donc au-delà des mouvements politiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. La République réagit contre une idéologie anti-républicaine. On ferme le banc sur les aides sociales. Alors, Madame Kurdiel... Parce que là, le Rassemblement national est attaqué. Donc je pense quand même... Laissez-moi quelques secondes. On n'a plus le temps. Je vais être obligé d'aller de l'avant sur les questions d'attractivité. Je suis vraiment désolé. Le département, il œuvre aussi dans le domaine de l'attractivité du territoire. Il veut aussi attirer les jeunes, développer le tourisme. On va parler notamment éducation.
On va d'abord vous montrer quelques chiffres clés du département de la Manche, un département de près de 6000 km² avec 350 km de côte, voilà, c'est une donnée quand même essentielle, 490 000 habitants, 30% des Manchois ont plus de 60 ans et la population est en baisse. Alors Marie-Françoise Curdiel, je rappelle que vous êtes tout d'abord candidate sur le canton de Pontorson. Face à vous, il y a en divers droite André Denot et Valérie Nouvelle. Pour le PC, Élise Husson et Erwan Saladin. Enfin, vous-même, Marie-Françoise Curdiel, avec Denis Flamand pour le Rassemblement national. Alors, on parle attractivité, on parle image du département. Quelles sont, dans ce domaine, vos propositions? Sur quels axes faut-il particulièrement travailler, selon vous? Eh bien, premier axe, effectivement, mettre en valeur notre patrimoine culturel en organisant des événements pour attirer, bien évidemment, des touristes, et pas seulement des touristes d'ailleurs, pour faire participer les habitants de la Manche, afin qu'ils se sentent On sent qu'il y a eu une chez évolution eux. dans l'approche ou dans s'agissant des Manchois en tout cas, une forme de fierté peut-être qui est née du fait de vivre dans ce département, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10-20 ans. On associait le département entre autres au nucléaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une évolution sur ce plan-là? Oui, il y a eu une évolution, effectivement. Je pense que bon nombre de Manchois se sentent bien dans leur département, mais on peut faire encore mieux. Voilà. Et bon nombre de personnes aimeraient que l'on mette encore plus en valeur ce patrimoine culturel. Est-ce que pour vous, Bertrand Hulin, est-ce que cette question de l'attractivité, du tourisme, de l'image, elle est centrale aussi pour un conseiller départemental? Mais tout à fait, moi je vais vous surprendre, ma famille paternelle est originaire de Villedieu-les-Poêles. Mes grands-parents sont enterrés à Villedieu-les-Poêles et mon père a quitté la région pour aller ailleurs, bref. Eh bien, moi, il y a 30 ans, quand je venais à Villedieu-les-Poêles, je voulais tout sauf venir dans la Manche. Le hasard de la vie a fait que je me suis installé à Cherbourg il y a 10 ans. Et aujourd'hui, la Manche, c'est the place to be, effectivement, avec des organismes touristiques, Latitude Manche, Cotentin Unique dans le nord du département, mais c'est pas sans poser de problème d'aménagement du territoire par la suite. Alors je ne sais pas si je peux développer... En deux mots? En deux mots. Effectivement, on peut s'en réjouir, mais ça pose des problèmes d'utilisation du foncier, notamment pour les habitants qui voudraient s'installer. Nous, c'est le cas par exemple dans le Nord Cotentin, mais c'est le cas dans le Sud-Manche également, de trouver des terrains et de l'immobilier, on va dire, accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que nous, au niveau du rassemblement de la gauche combative républicaine et écologiste, on souhaite mettre en avant l'idée d'office foncier solidaire. C'est, pour aller très vite, permettre au plus grand nombre une accession sociale à la propriété. Est-ce qu'il faut un peu, Dominique Hébert, fermer les frontières? On a entendu dans certains cantons de la Manche des habitants se plaindre parce que trop de touristes arrivaient sur les plages, etc. Non, j'imagine pas, non. Plus sérieusement. Mais comment on fait pour gérer, disons, non pas cet afflux, mais cette notoriété nouvelle peut-être? C'est le rôle des élus, des collectivités locales. Et là aussi, justement, avec une nouvelle gouvernance par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, en travaillant tous ensemble. Ce n'est pas le département qui doit déployer et mettre en œuvre une politique pour imposer à tous. Oui, non, il faut qu'on travaille collectivement. Du Cotentin a sa propre structure touristique. Exactement, donc il faut qu'on puisse travailler, mutualiser nos forces pour s'unir et faire en sorte que la Manche, qui est belle, c'est un magnifique département. Et moi, ce que je voulais dire, parce qu'on parle beaucoup de tourisme, mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur le territoire de la Manche. C'est un territoire qui est en plein développement économique. Et la problématique, c'est qu'on a plusieurs milliers d'offres d'emploi non pourvues. Il faut aussi qu'on puisse travailler sur la communication en direction de médias professionnels pour attirer des talents, parce que je crois que ça aussi, ça permettra de rendre un grand service à nos entreprises. Et parce que la Manche, en plus, elle vieillit. Nos jeunes ont tendance à quitter le département pour aller faire des études et après ils ne reviennent pas forcément. Par contre, on a des retraités qui viennent, notamment sur la côte ouest. Et du coup, on a un solde démographique qui est négatif et une Manche qui vieillit. Il faut qu'on arrive à faire revenir des jeunes talents et c'est comme ça que le développement du territoire pourra se poursuivre et garder cette dynamique que nous connaissons depuis quelques années. C'est un constat que vous partagez, Jean Morin. Comment est-ce qu'on peut faire revenir, peut-on faire venir du monde? Est-ce que le contexte peut nous aider? C'est toute la problématique. Mais alors, il y a deux époques. Il y a l'avant-Covid et l'après-Covid, bien évidemment. Et je partage tout à fait l'analyse de Dominique Hébert, dans la mesure où, jusqu'à présent, ne venaient en Manche que de jeunes retraités qui étaient partis à l'extérieur,
et qui revenaient pour passer leur retraite en littoral ou zone rétro-littorale, peu importe. Mais là, il y a une nouvelle donnée, c'est que l'immédiateté, ce qui correspond à l'après-Covid, l'après-confinement, premier confinement, fait que nombre de jeunes se sont décidés, dans la mesure du possible, et c'est là toute l'importance de la fibre, et là, il faut répondre présent, bien entendu, pour ceux qui veulent travailler à distance, etc. Mais il est clair que nombre de jeunes sont venus rejoindre plus précisément le Calvados, c'est la question d'éloignement, puis après, il y a au-delà, peut-être de la gare de Caen, il faut venir jusqu'à cette presqu'île, parce qu'on sait que chez nous, on y vient, on n'y passe pas, c'est clair. Et donc là, mais il nous faut vraiment travailler au niveau de l'attitude, mais aussi de l'agence du Cotentin. Et là, je dirais que nous devons travailler ensemble, il faut travailler ensemble, je partage tout à fait cet avis, pour que nous puissions faire revenir ces jeunes avec enfants. Et les collèges, le problème des collèges est aussi... On va venir justement à cette question. Que la majorité départementale écoute son opposition. Donc je crois qu'il faut... C'est au moment choix de comprendre que la bonne méthode, le bon changement de gouvernance, il doit se faire les 20 et 27 juin en votant pour la gauche. Et lorsqu'on parle d'attractivité, on parle bien sûr de jeunesse, on parle bien sûr notamment des collégiens, des collèges, ça fait partie des compétences des départements. Vous allez le voir, le nombre de collégiens baisse avec ces chiffres. 4300 élèves perdus dans les collèges en 20 ans, des fermetures aussi difficiles. On pense à Cherbourg, on pense à Sourdeval, cela a été évoqué en plénière. Alors, Bertrand Hulin, vous allez intervenir. Je rappelle avant tout que vous êtes candidat sur le canton de Cherbourg 5. Sur ce canton, donc Bertrand Hulin et Nadège... Pour être plus ancré, Tour-la-Ville et Bretteville, donc de l'autre côté, Digoville, le Ménil-Oval, pour être plus ancré dans le territoire. Vous avez raison. Voilà. De l'autre côté du pont tournant, donc on verra de quel côté il s'agit. Donc Bertrand Hulin et Nadège Plénaud pour le PCF, Doriane Flamand et Jackie René pour le Rassemblement National, Gilles Lelon et Stéphanie Coupé pour Divers Gauche PS, Philippe Coutenceau et Karine Hébert pour Divers Centres. Je vous propose de réagir. Bertrand Hulin, c'est vous qui allez commencer à cette interview qui a été réalisée de Martine Quesnel, qui est secrétaire départementale de la FSU, syndicat enseignant. On l'écoute. Nous souhaitons vous interpeller sur 3 sujets qui nous semblent essentiels. Êtes-vous favorable à la fermeture de petits collèges et donc à la constitution de collèges aux effectifs plus nombreux, comme le souhaiteraient les décideurs de l'éducation nationale? Mais encore, quels seront les travaux prioritaires engagés en termes de bâtis scolaires, y compris en termes d'équipements sportifs, pour répondre aux nouveaux besoins qui ont été rendus nécessaires par la crise sanitaire? Et enfin, la crise sanitaire a montré les sous-effectifs criants en matière d'agents dans les collèges et les lycées. Que comptez-vous faire en termes de recrutement? Voilà, on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. Bertrand Hulin, je vous demande simplement d'en choisir une peut-être, celle qui vous paraît prioritaire. Peut-être le réseau des collèges, la première question de Martine Quesnel. Je rappellerai qu'il y a eu plus de 30 postes de supprimés dans l'ensemble des collèges de la Manche, c'est-à-dire il y a un poste d'enseignant qui a disparu dans presque tous les collèges de la Manche. C'est évidemment une catastrophe. Les problématiques de l'éducation nationale qui existaient avant la crise Covid ont été accélérées, renforcées. Et il est donc indispensable, même s'il y a une baisse démographique, de maintenir des petits effectifs et des petits effectifs qui permettent une protection sanitaire en cas de reprise de l'épidémie et surtout un rattrapage des inégalités qui ont été accélérées depuis un an. Merci Bertrand Hulin. Dominique Hébert, vous connaissez bien ces questions de l'éducation. Pour vous, quelle question vous paraît prioritaire? Je vous laisse répondre. Ouais, je pense que c'est bien de pouvoir faire le tour, donc je vais aller sur le volet des investissements à faire dans les collèges. Les collèges sont parfois vieillissants et aujourd'hui on a un enjeu autour du réchauffement climatique et donc de faire des travaux conséquents aussi pour rénover les collèges, faire des rénovations thermiques. À travers ces rénovations thermiques, ça permet aussi d'améliorer le confort d'accueil des enfants, des élèves, améliorer les conditions aussi d'enseignement et de travail pour les enseignants. Et puis je crois que tous ces travaux, il faut les faire en concertation. Là aussi c'est un changement de méthode. Il faut les travailler avec les équipes pédagogiques pour pouvoir aussi, dans les aménagements intérieurs des collèges, il y a des nouvelles offres pédagogiques, des nouvelles méthodes, et ça nécessite des adaptations des locaux. Donc c'est tout ça. Et l'aspect aussi environnemental, est-ce qu'on ferme ou pas des collèges? Est-ce qu'on maintient des collèges en place quand bien même les effectifs seraient très faibles? Je pense à Sourdeval, 49 élèves, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je ne suis pas pour la fermeture, pour fermer. Par contre, il faut aussi quand même s'assurer de la bonne qualité d'enseignement des enfants dans ces collèges, puisque la problématique pour les collèges tout petits, à l'exemple de celui de Sourdeval,
c'est qu'ils n'ont pas d'enseignants titulaires. Donc ils ont des enseignants qui viennent faire 2-3 heures comme ça. La même chose, monsieur. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, mais je pense qu'il faut, c'est dans la méthode. Non, mais on n'est pas obligé d'être dogmatique. Vous pouvez aussi, sur ce plan-là, être d'accord avec la majorité sortante. Mais je rappelle quand même qu'on avait violemment protesté lors de la fermeture du collège Charcot. Donc on n'est pas favorable, il ne faut pas se méprendre. Sur le dossier Cherbourgeois, vous aviez effectivement un autre point de vue. Oui, on avait même quitté la session plénière tellement le manque de concertation, la méthode non respectée, puisqu'on nous lançait un audit, et avant même que l'audit ne commence, on ferme déjà un collège. Donc non, nous ne sommes pas pour la fermeture. Principe d'équité, s'agissant des temps de parole, Monsieur Morin, je suis obligé d'effectuer un rattrapage. Madame Kurdiel, sur cette intervention d'une syndicaliste, quelle est votre priorité ? Donc nous pensons qu'il ne faut pas fermer les collèges pour autant que cela puisse se faire. Effectivement, un collège de 49 élèves, on peut se poser la question. Néanmoins, s'il y a encore un nombre suffisant d'élèves qui pourraient se répartir dans des classes moins surchargées, qui permettraient justement aux enseignants de mieux travailler, je pense qu'il est essentiel alors de maintenir le plus grand nombre de collèges. Ensuite, au niveau, je crois, du personnel, puisque les agents dépendent. Une question, voilà. Eh bien, je pense que le département doit fournir les effectifs nécessaires au collège pour assurer le bon fonctionnement interne du collège, cantine, etc. C'est très important. Ensuite, le département pourrait aussi et devrait investir dans la sécurisation des collèges, afin d'éviter tout problème de drogue qui se répandent partout, dans la Manche aussi. Donc des caméras éventuellement de vidéosurveillance, etc. On vous a entendu, Madame Kurdiel, rapidement vraiment, si vous pouvez arriver au terme de votre démonstration. Donc les caméras, éventuellement la sécurisation des collèges. Sécurisation, personnel qui vont assurer la sécurité dans les collèges. On va être obligé d'avancer. Monsieur Morin, malheureusement, vous avez pris trop de temps. Je ne peux vous laisser du temps pour cette réponse, en sachant que vous avez fait vos choix s'agissant de Sourdeval. Pas beaucoup d'effectifs. Vous avez décidé donc de fermer. Ils étaient très peu nombreux. Vous aurez l'occasion d'en reparler. On va continuer. Et simplement. Le collège de Sourdeval, je suis désolé, monsieur Hulin. Il n'y a plus que le privé confessionnel. Là, on va continuer avec la Manche et son littoral, parce que ça fait partie quand même des thématiques importantes. Le littoral de la Manche. Et parmi les sujets qui ont fait l'actualité ces derniers mois, voire ces dernières années, bien sûr, il y a le Brexit et plus récemment, il y a cette affaire de Jersey, des accords de la baie de Granville. On se souvient de ce coup d'éclat des pêcheurs qui sont allés face à Jersey avec une 60aine de bateaux. C'était le 6 mai dernier pour réclamer le rétablissement de leurs droits de pêche. Jean Morin, je vais commencer par vous. Le département, dans cette crise, il a été en première ligne. L'État français, d'ailleurs, vous a demandé de rester un peu à l'écart au départ, en vous disant on s'en occupe. Quel est le rôle, quel peut être le rôle d'un département s'agissant d'une crise comme celle-là, lorsqu'une frontière est rétablie? Enfin, qu'est-ce que peut faire un département? Alors, c'est toute la problématique justement, parce qu'au niveau des questions de pêche, puisque vous abordiez ce sujet, il est clair que nous nous trouvons avec la problématique des accords de la baie de Granville. Les accords de la baie de Granville sont déjà très anciens, et cet après-Brexit fait qu'il faudrait rebattre toutes les cartes. Et là où nous pensons que nous pouvons agir, et c'était le but, avec Jersey pour essayer de trouver un accord, bien entendu, il faut savoir que tout cela doit se tenir quand même dans les plus hautes instances nationales et surtout européennes. Et c'est là que le dossier nous échappe au bout d'un moment. Nous ne pouvons pas. Tout ce que nous pouvons souligner, c'est que Guernsey, l'île de Guernsey, nous a fait savoir qu'ils étaient tout à fait d'accord pour laisser faire et renouveler les licences qui avaient été attribuées sur la pêche autour de Guernsey. Autour de Jersey, je pense que c'est plus un problème politique local, entre autres avec un ministre qui s'oppose à un autre, et où là on a des oppositions. Qui est particulièrement vindicatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Dominique Hébert? Est-ce qu'on continue? Est-ce que le département continue à entretenir des relations cordiales? Une maison de la Normandie, je ne sais pas, par exemple à Jersey, est-ce qu'on continue à les appeler nos cousins? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a quand même un rôle à jouer. Oui, on a un rôle à jouer. Moi, il ne s'agit pas de couper les ponts violemment, mais je pense qu'il faut aussi que nous ayons une relation qui soit équilibrée. Je vais prendre l'exemple de Manchil Express, avec les bateaux. Zéro participation de Jersey, alors que quand même, ces bateaux qui font les liaisons avec les îles anglo-normandes, quand même, sont
nettement plus au bénéfice de ces îles, ils ne participent à rien. 1,2 million d'euros de déficit pour le département. Ça peut être quand même, si on arrive à mieux négocier et à discuter, et puis peut-être se servir de levier dans les négociations, qui effectivement nous échappe sur la pêche, puisqu'on est au niveau européen, comme vient de le dire Jean Morin. Mais je crois qu'on a aussi des leviers de pression sur lesquels on pourrait agir. Pour parler aussi de Manchy Express, là aussi, c'est quand même une gestion un petit peu hasardeuse. Je pense que les collectivités ont leur rôle à jouer, mais elles doivent se concentrer sur leurs compétences, sur les choses qu'elles savent faire. La partie, je ne pense pas que le département ait vocation à être une compagnie maritime. Et d'ailleurs, ça l'a prouvé avec des bateaux qui sont inadaptés, dans lesquels on a des frais de fonctionnement extrêmement importants, des frais d'entretien de ces bateaux conséquents. Donc je crois que là, il faut revoir aussi toute cette organisation avec nos relations des îles anglo-normandes. Marie-Françoise Curdial, qu'est-ce qu'on fait s'agissant notamment de Manchy Express, donc ces navires qui assurent des liaisons vers les îles anglo-normandes, qui sont à l'arrêt, quasiment aucune rotation en 2020, aucune rotation, pas une seule en 2021, et finalement, ils nous coûtent plus cher à l'arrêt que lorsqu'ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que partant de cette crise, on se dit on change tout, on rachète de nouveaux bateaux, on laisse tomber, je dirais, ces liaisons, nous, département, ou au contraire, est-ce qu'on investit davantage dans ce domaine-là? Tout d'abord, voyons si tout cela est nécessaire. Prenons l'avis de la population manchoise. Et comment vous sentez cet avis-là? Vous avez le sentiment... Je n'ai pas de sentiment, à vrai dire. Voilà. Mais je pense qu'avant de prendre une décision sur un coût, il faut d'abord regarder si c'est nécessaire ou pas. Et donc, effectivement, prendre l'avis de la population. Donc, pour vous, ce n'est pas forcément une nécessité absolue de maintenir ces liaisons? Ça n'est pas une nécessité absolue. Ce n'est pas la mission du conseil départemental. Voilà. Mais s'il s'avérait qu'il est vraiment nécessaire de le faire, alors on peut le faire. On peut y réfléchir. Bertrand Hulin, est-ce qu'on passe, excusez-moi, est-ce qu'on passe à une régie, à un fonctionnement qui sera vraiment intégré au conseil départemental, ou est-ce qu'on privatise totalement? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être mal compris, hein, c'est peut-être moi, mais le fait de dire que, je ne comprends pas, les relations avec les îles anglo-normandes, elles sont historiques, elles sont là, évidemment qu'il faut les maintenir. Alors pas en faisant n'importe quoi, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean Morin et Dominique Hébert. Il y a une échelle nationale et européenne dans laquelle il faut faire respecter les traités, mais ça échappe au département. Mais une fois que cette étape-là est respectée, au niveau des traités, on peut envisager, en mettant plusieurs acteurs autour de la table, ce qu'on appelle, nous, une agence locale de coopération et d'activité, qui réunissent pas exclusivement le département, la région et l'État. Il ne s'agit pas de déléguer sur telle ou telle collectivité cette question des liaisons Manche-îles anglo-normandes, mais il faut les maintenir en engageant tous les acteurs autour de la table et créer un outil institutionnel. Jean Morin, est-ce qu'on laisse tout aux Bretons? Pas nécessairement. Je suis, vous en doutez, pas trop favorable pour tout laisser aux Bretons, même si ce sont des amis et cousins par la même occasion. Mais il est clair que le service, donc Manchy Express, qui existe encore, mais qui n'est plus agissant, fait qu'il y a un contrat de DSP, de délégation de service public. Dans un contrat de DSP, il y a un coût, puisque tout cela fait partie d'un aménagement de territoire. Et il est clair que tous les ans, nous constatons un coût de fonctionnement. Alors, j'ai entendu le mot déficit, ce n'est pas vraiment un déficit, c'est un coût contractuel. Bon. Et ce coût contractuel est là pour donner finalement une attractivité au territoire. Et c'est là que j'attire votre attention et je me réjouis de voir qu'il y a parmi les présents une majorité de favorables à ces liaisons. Ces liaisons, elles doivent perdurer, bien évidemment, puisque le Manchois l'utilise, mais aussi le touriste, mais aussi les personnes de passage qui, à point nommé, embarquent d'autant plus facilement pour passer une journée sur les îles. Donc on a une année blanche durant laquelle on va réfléchir à l'avenir de Manchy Express. Ça fera partie des dossiers sur lesquels travaillera la nouvelle majorité au conseil départemental. Il y a une dernière thématique importante que j'aimerais évoquer avec vous. Ça concerne les routes, parce que les conseils départementaux œuvrent dans ce domaine aussi. C'est un sujet d'actualité puisqu'on évoque souvent, par exemple, et encore récemment, il y a eu une manifestation près de Saint-Lô pour le contournement de Saint-Gilles. On parle souvent plus loin de nous, à Rouen, d'un autre contournement, le contournement est de Rouen, qui a été abandonné par M. Mayer-Rossignol. Et à Cherbourg, plus près de nous, on a un contournement, le contournement
qui coûte, je crois, autour de 60 un peu plus, oui. 60 millions d'euros, donc un contournement sud. S'agissant de ce contournement, Dominique Hébert, vous êtes, vous, allié aux écologistes. Donc, fatalement, j'imagine que la situation pour vous ne doit pas être très simple, pour ou contre de nouveaux investissements dans le domaine routier qui peuvent paraître parfois anachroniques. Non, non, détrompez-vous. On en a discuté, évidemment, et si on a pu s'allier, c'est parce que nous sommes tombés d'accord, y compris sur ce point, puisque c'est un enjeu essentiel. Ça fait 6 ans, depuis 6 ans, parce que ce dossier était enterré avant 2015. Depuis 6 ans, on s'est battu quasiment à chaque session, chaque mois. Jean Morin pourra en témoigner, je ne sais pas combien de fois on a pu l'interpeller, parce que c'est lui qui était en charge de ce dossier. On veut collectivement, y compris avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts, pouvoir faire cette voie. Par contre, il y a un certain nombre de préalables. On veut zéro artificialisation nette, donc il faut mettre des contreparties. On veut revoir le tracé de cette voie pour utiliser les voiries déjà existantes, les élargir de façon à les sécuriser et pouvoir y amener aussi des modes de déplacement doux, notamment des pistes cyclables. Et ça fait partie des enjeux au niveau départemental en termes de voirie, développer les pistes cyclables, et que tous ces dossiers-là, contrairement à celui que vous avez évoqué avec le contournement de Saint-Gilles, il faut pouvoir travailler avec les associations locales, les habitants, créer une vraie concertation. Quand on voit dans la presse ce matin les manifestants qui disent, l'association qui dit n'avoir jamais été concertée sur ce dossier, je le redis plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est vraiment un changement de gouvernance que nous voulons mettre en œuvre, y compris sur les investissements routiers. Bertrand Hulin, c'est quand même un gros investissement, plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que ça fait partie de vos priorités ? Alors, ça dépend des contournements. Saint-Gilles ou celui du contournement. Alors, celui de Cherbourg, notre position est semblable à celle de Dominique. Enfin, je dis Dominique, excusez-moi, parce qu'on travaille dans la même mairie. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication politique dans les annonces qui ont été faites. Par contre, dans la réalité des faits, le dossier doit être repensé de manière à limiter les expropriations, à ne pas empiéter sur certains captages d'eau, bref, à faire de la dentelle au niveau de l'urbanisme et ensuite établir un plan de financement. Mais évidemment, ce contournement, il faut le faire pour relier les zones d'activité de Cherbourg et donc éviter la surcharge aux heures de pointe du carrefour de la gare à Cherbourg. Voilà, ça, plutôt favorable, mais un projet plus moderne, revisité, revu et corrigé. Qui n'est pas dans la communication politique, mais voilà. C'est la démocratie participative qu'a appelé Marie-Françoise Turdiel, vous êtes plutôt dans le Sud-Manche, même bien dans le Sud-Manche. Il y a un dossier qui a été mis de côté récemment et qui concernait un autre axe entre Avranches et Granville, notamment parce que les contraintes environnementales sont trop importantes. Et le conseil départemental a décidé, dans un premier temps peut-être, de le mettre de côté. Est-ce que vous pensez réellement qu'il faille poursuivre sur des projets structurants, bétonisés finalement, construire des routes? Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense qu'il ne faut pas poursuivre pour vouloir à tout prix construire de nouveaux axes qui finalement ne seront peut-être pas très empruntés. Nous avons plusieurs exemples dans le Sud-Manche de contournements, justement, qui ont été créés récemment, inaugurés récemment, qui sont très peu empruntés. D'autre part, ces contournements peuvent nuire aux petits commerces des centres-bourgs, qui souffrent déjà beaucoup. Ensuite, on doit aussi penser à la préservation de nos terres agricoles. C'est également quelque chose qui est important à nos yeux. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, faisons-le si c'est vraiment nécessaire, si la population est vraiment d'accord avec un tel investissement, parce que c'est une somme importante, et réfléchissons donc à mettre sur pied un projet qui nuira le moins possible à l'agriculture, au bourg, en fait, au centre-bourg. Voilà, et donc vous êtes plutôt favorable, en tout cas, à une forme de concertation citoyenne, absolue, de manière à pouvoir sentir le pouls des Manchois, si j'ai bien compris. Exactement. Sur ce dossier-là, Monsieur Morin, le conseil départemental a été attaqué dans le sens où, visiblement, le dossier n'avançait pas assez vite. Finalement, les choses sont un peu plus complexes. Ça y est, c'est fait. Le département a dit oui, sans aucun regret. Sur le contournement sud-ouest ? Sur le contournement de Cherbourg. De Cherbourg, oui. Il faut savoir une chose, c'est que sur le contournement sud-ouest de Cherbourg, c'est vrai que la minorité nous réclamait assez régulièrement, mais aussi des élus et des anciens élus cherbourgeois qui réclamaient la réalisation de ce contournement sud-ouest. Il est clair que le département avait
pris une décision, c'est de ne pas y aller seul. Et il nous fallait nécessairement un accord de la communauté d'agglomération du Cotentin même, pour s'engager avec nous, et de la région bien sûr. Et c'est au cours de nos échanges, et enfin au bout de plusieurs mois d'échanges, où à la fin de l'année 2020 et début 2021, la décision a été prise en assemblée de la communauté d'agglomération du Cotentin pour se diriger vers cela. C'est une décision collégiale, Dominique Hébert, pour terminer. Une décision collégiale, mais contrairement à ce que dit Jean Morin, depuis 2017, la communauté d'agglomération du Cotentin existe. Pourquoi avoir attendu 2020 pour lancer cette réunion, ce tour de table? Le département doit être le maître d'œuvre de ce projet. Il aurait fallu... Voilà. On a perdu du temps sur ce dossier. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous les quatre. Malheureusement, le temps est arrivé au bout. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce débat donc consacré au département de la Manche. Je vais simplement vous proposer de redécouvrir en images vos adversaires, les différents cantons, celles et ceux que vous représentez. On regarde. Pour le canton de Créance, son candidat Edwige Colette et Jean Morin, divers droite. Autre binôme, Julienne Lambin et Mathieu Le Dormeur pour le Rassemblement national. Pour le canton de Cherbourg en Cotentin numéro 4, son candidat Colette Lamoureux et Christian Doré pour le Rassemblement national, Michel Mellet et Emma Salé pour le Parti communiste et la France insoumise, Dominique Hébert et Odile Lefebvre défendent les couleurs du Parti socialiste. Enfin, Sandrine Tarin et Jacques Peset sont candidats divers droite, les Républicains. Sur le canton de Cherbourg en Cotentin numéro 5, Bertrand Hulin et Nadège Plénaud sont candidats pour le Parti communiste français, Doriane Flamand et Jacques René pour le Rassemblement national, Stéphanie Coupet et Gilles Lelon, candidats à divers gauche et PS, enfin Philippe Coutenceau et Karine Hébert sont candidats divers centre. Dans le canton de Pontorson sont candidats André Denot et Valérie Nouvelle, divers droite, Élise Husson et Erwan Saladin pour le Parti communiste. Enfin, Denis Flamand et Marie-Françoise Curdiel se présentent sous les couleurs du Rassemblement national. Et voilà pour ce débat consacré au département de la Manche. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cette émission. On va maintenant rejoindre Émilie Lecomte pour un autre débat, cette fois dans le département de l'Eure.